Alors, bonsoir, je vais faire l'appel. Alors, on va les attirer présents. Hubert Audrey, David Jean-Christophe, Gallier Annick, Garcia, je ne l'ai pas. Grêle Marcel, Jiménez Ibaël, Nicolas Nouma, et Emmanuel qui a donné pouvoir à Yaté Moufini, mais qui peut-être à nous rejoindra. Bavard, Séraphin, Munoz Dominique, Archembo Nicolas, Galabo Munoz Sandrine, Boufini Hervé, Boudier Emmanuel, Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Avenel Delphine, Bouchema Bruno, pouvoir Vanessa, Caruso. Le roi Patricia, de Jean-François, voilà, Moinette Charline, Stéphane Simon, Carrie Fleur qui a donné pouvoir à Audrey Hubert, Estrada Caluvalisiane, Falcon de Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardier, Boudard Nicolas, Aspalidier, Poula Taïssa qui a donné pouvoir à Lisiane Estrada Caluva, Bendrian Mérimen, et Foucault Gilles qui a donné pouvoir à Roger Paul. Alors il faut le secrétaire ou le secrétaire de séance, et apparemment c'est Manu Joudier. Ah bon? Voilà, donc vous avez l'ordre du jour. 19 questions. Alors on commence, c'est la question numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 24 novembre 2025. Y a-t-il des questions ou des modifications à faire? Aucune, donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 3, c'est les informations récapitulatives des décisions que j'ai prises. Donc il y en a deux, la 74 sur le marché public et la 75 sur les finances. Il y a des questions? Aucune. Question numéro 4. C'est les finances, c'est une APCP, ajustement des programmes en cours de réalisation. Je vais laisser la parole à M. Marcel Granin. Merci, Monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs. Il faut se rappeler que le conseil municipal a voté des autorisations de programme et des crédits de paiement pour les projets suivants. APCP 2023-01, rénovation des remparts phase 2 sur le boulevard des Remparts. Et la PCP numéro 2023-03, aménagement de la place Aristide Briand et des abords des Halles. Il convient donc aujourd'hui de se prononcer sur l'ajustement de ces autorisations pour l'année 2026, selon les tableaux présentés dans le projet de délibération. Bien entendu, approuver ces ajustements et autoriser M. le maire à engager les dépenses correspondantes et à les mandater. Y a-t-il des questions? Aucune, je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 5. C'est l'autorisation d'engagement des dépenses d'investissement préalable au vote du budget punitif 2025. Et je laisse, les budgets 2026 seront adoptés après le 1er janvier 2026, conformément à l'article 161.2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal doit donner son autorisation pour l'engagement des dépenses d'investissement listées dans le projet de délibération qui a été adressé pour l'accord budgétaire par le budget principal.
57 026 € pour les dépenses non liées aux autorisations de programme et 1 787 146 € pour celles liées aux autorisations de programme. Budget annexe du port de Metz à 53 788, budget annexe de l'hébergement municipal à 2643 et le budget annexe du programme municipal à 4 786 €. Il est donc demandé d'autoriser l'engagement des dépenses d'investissement locales au niveau du budget collectif 2026, comme indiqué ci-dessus pour chaque budget concerné, et d'autoriser M. le maire à signer les documents afférents à cette dépense. Y a-t-il des questions? Aucune. Je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 6. C'est une avance de subvention aux associations conventionnées. Alors, comme chaque année, afin de faciliter la gestion et la trésorerie des associations conventionnées, Jazz à Metz et le Metz Stade Football Club, il est proposé de faire une avance de 30% maximum du montant voté au budget 2027 de la subvention 2026, dans l'attente du vote du budget, soit 11 340 € pour le Metz Stade Football Club et 15 030 € pour Jazz à Metz. Ils ont demandé de pouvoir approuver le versement aux associations conventionnées. Metz Stade Football Club et Jazz à Metz, une avance sur la subvention 2026 de montant correspondant à 30% du montant attribué de l'équipe 2025. Ceci dans l'attente du vote du budget, mais sur ça tout sera sur l'équipe. Donc, voilà. Donc, y a-t-il des questions? Oui, c'est vrai qu'il y a le choix. De toute façon, tu votes pour M. Foucault, donc il va voter que les deux. Il n'y a pas d'autres personnes au festival. Donc, par vote. Chez les Foucault, c'est voté le qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 7, finance, c'est l'actualisation des tarifs municipaux. Donc je vais laisser la parole à M. Marcel Grenin. Merci, Monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs, il faut considérer la nécessité de faire évoluer certains tarifs municipaux au regard de l'inflation, des coûts de gestion et de préciser certaines tarifications. En effet, la grille tarifaire doit être modifiée conformément au document qui vous a été transmis. Alors, les modifications portent exclusivement sur les tarifs liés à l'activité du Taurus et à la location des salles municipales. Ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2026. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la grille des tarifs municipaux. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, finance, c'est la garantie d'emprunt pour FDI Habitat. FDI Habitat va se porter acquéreur de 31 logements dans un programme dénommé l'Archipel situé route de Chine, porté par le promoteur coréen. Cette opération se décompose à 11 logements locatifs sociaux, 3 logements en accession aidée et 17 logements en location intermédiaire. En vue du financement des 17 logements LLI, FDI Habitat a obtenu des prêts locatifs intermédiaires, PLI et PLI fonciers, auprès de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations pour un montant global de 3 782 866 €. La mise en place de ces financements nécessite la délivrance de garanties d'emprunt par les collectivités locales. Le modèle de financement du logement social est basé sur ces garanties d'emprunt qui sont un marqueur important du partenariat commune-bailleur. Conformément à l'accord du principe qui a été donné après plusieurs échanges, FDI Habitat sollicite aujourd'hui la garantie du contrat de prêt numéro 10 180 864 constitué de 2 lignes qui a été annexé au projet de délibération à hauteur de 100%. Ils ont demandé au conseil municipal de bien pouvoir accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt de 3 782 866 pour de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre de ce contrat de prêt. Cette garantie est accordée pour la durée du prêt jusqu'à son complet remboursement conformément au tableau d'amortissement. Donc, voilà.
Donc, y a-t-il des questions? Madame Sarah. Est-ce qu'il s'agit du projet à proximité du Lidl qui nous avait été présenté en commission d'urbanisme ou d'un autre projet? Non, il s'agit du projet qui était porté par Corinne, c'est côté Château d'Eau, derrière le Château d'Eau. Quand on est sur la route départementale, 113, on passe un petit collectif qui existe depuis longtemps. C'est le terrain qui est juste derrière, qui a un nom. C'était Corinne qui était promoteur du projet et qui ne s'en sort pas, donc il le revend à FDI avec notre accord. Et FDI va réaliser du social et du LLI. Alors, le locatif intermédiaire, c'est particulièrement intéressant pour la commune parce que c'est les gens qui sont juste au-dessus du revenu social, donc ils n'ont pas accès aux logements sociaux parce qu'ils ont trop de revenus, et ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans le parc privé. Donc le LLI, c'est un produit qui permet aux jeunes qui se lancent de pouvoir habiter sur la ville. C'est en dessous du prix du marché libre. C'est pour ça que c'est intéressant de le sortir. Y a-t-il d'autres questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors la question numéro 9, c'est la convention avec le MES Stade Combat Club. Je vais laisser la parole à M. Nicolas Chéreau. Merci, monsieur le maire. Comme chaque année, conformément à la loi, une convention d'objectifs et de moyens est signée avec le club du football de Metz, qui perçoit une subvention supérieure à 23 000 €. Ce partenariat annuel entre la ville et l'association Metz Stade Football Club vise à soutenir le développement du football local. La ville s'engage à verser une subvention qui s'est élevée à 37 800 cette année et mettre gratuitement à disposition des installations sportives, sous condition d'utilisation raisonnable et de respect des règles d'entretien. En contrepartie, l'association s'engage à promouvoir l'accès au football pour les jeunes, assurer une formation sportive et socio-éducative et respecter le contrat d'engagement républicain. Elle devra justifier à l'usage des fonds via des documents comptables certifiés, mentionner le partenariat dans ses communes, logo, banderole et inviter la ville à ses assemblées générales. La convention prévoit des clauses de résiliation en cas de manquement et une révision annuelle des objectifs. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention objectifs et des moyens 2025-2026 liant la ville à l'association Stade Football Club et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre. Alors Roger, tu te déportes à nous. Et Gilles, bien sûr, tous les deux. Ok. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 10, c'est la convention de mise à disposition des locaux au Yacht Club de Metz. Je laisse la parole à M. Archibald. Cette convention d'une durée de 5 ans renouvelable par tacite production encadre la mise à disposition gracieuse par la commune d'un ensemble immobilier de 696 mètres carrés et d'espaces extérieurs, situé au 15 rue de la Méditerranée, au profit du Yacht Club de Metz affilié à la Fédération française de voile et handisport. L'association s'engage à utiliser les locaux exclusivement pour son objet social, voile, kayak, paddle, et à en assurer l'entretien courant, et à souscrire une assurance couvrant les risques et à mener des actions partenariales avec la commune. Initiation des écoliers, insertion sociale. La commune conserve un droit de contrôle et de visite, tandis que l'association doit respecter les règles d'usage des espaces partagés avec les SNDSM et le syndicat de filière. La convention peut être résiliée en cas de manquement d'intérêt général sans indemnité. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de l'ensemble immobilier situé rue de la Méditerranée, propriété de la commune, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions sur cette convention? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 11, c'est une convention de partenariat avec la Ligue Occitanie de tennis de table et je laisse à nouveau la parole à M. Archambault. Cette convention triennale avec la Ligue Occitanie de tennis de table vise à renforcer le développement sportif local et à positionner Metz comme un pôle sportif régional. Ce partenariat prévoit la mise à disposition gratuitement d'infrastructures pour l'organisation de stages, compétitions et formations, en échange d'engagements réciproques. La Ligue s'engage à respecter les locaux, financer des équipements, tables, filets, etc., organiser des événements de haut niveau et promouvoir la ville. La commune assure l'entretien des installations, des remises tarifaires sur l'hébergement et planification annuelle des occupations. La convention encadre également la responsabilité, assurance et modalités de résiliation.
tout en imposant une communication conjointe. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat liant la ville et la Ligue Occitanie de 10 de table, autorisant M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette délibération? Aucune. Je crois qu'ils doivent changer toutes les tables, c'est ça? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 12. C'est ressources humaines, c'est recensement de la population et recrutement et rémunération des agents recenseurs. Et je laisse la parole à M. Séraphin Parlant. Merci, Monsieur le maire. Des opérations relatives au recensement de la population 2026 se dérouleront du 15 janvier au 21 février 2026. C'est la ville qui recrute et qui fixe la rémunération des personnes chargées du recensement et qui perçoit pour ces opérations une dotation de l'INSEE. Donc, le recrutement de 3 agents contractuels doit être organisé pour les opérations de collecte relatives à un échantillon de 8% des adresses issues du répertoire d'immeubles localisés. Donc, ces agents sont formés par l'INSEE et effectuent une tournée de reconnaissance, distribuent et récupèrent les questionnaires et orientent vers un site en ligne, puis transmettent les données à la mairie. Donc, le détail de la rémunération brute est le suivant. 40 € par formation, 105 € pour une tournée, 55 à 100 € pour les frais kilométriques, 50 € de prime de fin de mission et un forfait de 1204 € ajusté au nombre de personnes recensées. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le recrutement de ces agents et d'approuver les modalités de rémunération de ces derniers conformément à ce que je viens de vous décrire plus tôt. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 13. C'est l'urbanisme, c'est l'approbation de la convention d'opération programmée, l'amélioration de l'habitat, le renouvellement urbain, multisite avec volet copropriété dégradée de 7 agropoies méditerranéens. Je laisse la parole à M. Davigo. Merci, M. le maire. Bonsoir. Donc, cette opération est importante parce qu'elle marque le début d'une fusée à plusieurs étages. Donc là, on est sur un volet habitat. On a la possibilité aujourd'hui de rentrer dans une procédure sur laquelle Metz n'était pas présente jusqu'à présent et qui va permettre donc d'intervenir sur l'habitat privé et sur les copropriétés dégradées. Donc vous avez vu dans notre synthèse, vous aviez la convention elle-même. Les objectifs, c'était lutter contre la précarité énergétique, lutter contre la vacance structurelle. Sur le territoire concerné, on est à 604 logements vacants depuis 2 ans, dont 480 à frontière Marcière et Metz. On a un déséquilibre du marché immobilier en clair, ça veut dire que les loyers sont beaucoup trop élevés à cause de la pression touristique. Les enjeux patrimoniaux et climatiques, c'est carrément une mesure d'économie pour le pouvoir d'achat des gens, parce que si vous leur mettez des logements bien isolés, c'est de l'argent en moins tous les mois. Donc il y a plusieurs volets dans cette opération. Les objectifs sont très chiffrés. Vous avez vu sur le volet immobilier, produire 100 logements adaptés aux besoins des habitants sur la durée du programme. Donc 21 logements très dégradés ou insalubres, des propriétaires occupants, c'est vraiment des gens qui sont propriétaires mais qui sont propriétaires de choses qu'ils ne pourraient pas louer, et 80 logements conventionnels. Sur la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé, il est prévu de traiter 91 logements pour l'ensemble des centres anciens des communes, 21 logements de propriétaires occupants, 40 logements très dégradés de propriétaires bailleurs, et 30 logements dégradés de propriétaires bailleurs. Alors entre très dégradé et dégradé, il y a des critères qui sont utilisés. Sur le volet copropriété en difficulté, l'objectif vise à traiter 25 copropriétés représentant 125 logements sur la durée du programme pour les 6 communes. Alors une copropriété en difficulté, ça peut être aussi familial.
C'est pas, on imagine copropriété, gros ensembles, etc. C'est pas ça du tout. Il y a aussi des copropriétés familiales où les gens ne s'entendent pas et qui se dégradent sans arrêt. Et sur le volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat, ce qui est important, il est prévu de traiter 47 logements, donc 45 de propriétaires occupants et 2 logements de propriétaires bailleurs conventionnels. Voilà. Donc les montants financiers sont importants, puisque l'ANA va mobiliser 5 966 985 € sur 5 ans, et l'AGLO, cette Agropole Méditerranée, 1 914 357 € sur 5 ans. Alors vous avez, pour ceux qui ont lu la convention, vous avez le tableau récapitulatif année par année, sur l'ensemble de ces biens. Donc je disais une fusée à plusieurs étages parce que en fait là on est sur l'habitat, mais on va rentrer en 2026 dans une opération de l'AGLO qui j'espère va pouvoir le faire rapidement, qui s'appelle opération de revitalisation des territoires et qui a plusieurs volets, pas que le volet habitat. Cette rentrée dans ce programme va permettre des outils tout à fait propres à partir du moment où on est dans une ORT. Sur le volet habitat, les procédures de bien 100 mètres qui aujourd'hui sont à 30 ans vont passer à 10 ans, uniquement, ce qui facilitera l'accès. Il est prévu des abattements d'impôts sur les plus-values de cession de biens qui seront dans les périmètres concernés. C'est le centre ancien en fait. Il est prévu l'accès au dispositif de Normandie dans l'ancien, c'est-à-dire que c'est une réduction d'impôt sur le revenu accordé aux particuliers qui achètent un logement vide à rénover en centre entier, mais à condition qu'ils le mettent en location après, location conventionnelle. Il y a un volet commerce aussi, où il y a une plus-value sur les aides aux vitrines et une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale dans le secteur concerné. Et en urbanisme, on a des possibilités d'engager des permis d'aménager multisites. C'est-à-dire que quand on est dans le périmètre ORT, un seul permis d'aménager pourra traiter plusieurs lieux. Alors aujourd'hui, on a un permis d'aménager, c'est un lot, etc. Là, il sera une seule procédure de permis d'aménager multisite. Voilà. Donc c'est des capacités à agir et des outils qui aujourd'hui font défaut à la ville. Voilà, après, bon, il y a des choses assez techniques en droit de l'urbanisme, notamment une procédure pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme en ORT. C'est une procédure intégrée qui, en traitant une seule procédure, va mettre en conformité le PLU. On ne sera pas obligé de déclencher une mise en conformité spécifique. Et il y aura même des dérogations à l'application de certaines règles du PLU à partir du moment où on est dans le règlement de l'ORT, dans l'opération de revitalisation. Voilà. Donc là, ce soir, on est sur le habitat. On approuve la convention d'OPH RU, renouvellement urbain, mais il faut savoir qu'en 2026, on va s'engager sur les autres volets, et on a demandé à l'AGLO, qui est tout à fait fort, bien sûr, de rentrer dans cette ORT qui devrait être mi-2026 signée entre l'AGLO et l'État. Ça nécessite un avenant entre l'AGLO et l'État. Voilà, pour avoir des outils qui nous permettront de travailler sur les centres anciens et sur la rénovation du bâti, même quand il s'agit de bâtis privés, puisque les gens auront accès à ces aides. Donc je vous propose d'approuver la convention, la signature de la convention entre l'État, l'ANA, cette Agropole Méditerranée, les communes de Frontignan, Gijan, Pian et Marseillan, Metz et Coussant, et d'autoriser M. Vaïza à signer, et de désigner Mme Galibert en tant que référent communal pour assurer le lien avec l'équipe de suivi animation, le chef de projet de SAM, et participer aux instances de pilotage. Il y a un comité technique, un comité de pilotage, avec des actions, et de relier les actions de communication à les permanences locales. Il faut savoir qu'il faut faire savoir à tous les propriétaires que le dispositif existe, et il faudra même repérer des liens qui pourraient être intéressants pour agir. Voilà. Y a-t-il des questions? Aucune. Bon, mais écoutez, je vais voir qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 14, policier, c'est l'avis de la commune sur la demande d'autorisation environnementale sur les interventions préparatoires de la phase 1 concernant le projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et Montpellier-Béziers. Et je laisse à nouveau la parole à M. David. Donc là, on nous demande notre avis sur une enquête publique
Il va y en avoir 3 en fait. La première, là, c'est uniquement pour aller faire les sondages et les mesures préparatoires qui sont un peu envahissantes sur certains terrains. Donc il est nécessaire dans le droit actuel de réaliser une enquête publique à partir du dossier. Je ne sais pas si vous avez la curiosité, il est en mairie de Gijan pour nous, le dossier, on n'a pas la maison, mais il est disponible aussi sur Internet. Donc cette autorisation-là, de demande d'autorisation environnementale, ne concerne que les phases préparatoires. Donc il va y avoir des explorations de sol, des sondages, des choses comme ça. Et ça va prendre une certaine quantité foncière, donc il faut, puisque ça va déranger la faune, la flore, etc., il faut une enquête environnementale. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on propose de donner un avis favorable, parce que de toute façon, on aurait très bien pu ne pas le présenter et l'avis de la commune était favorable, mais on est encore dans les temps pour délibérer, donc on propose de donner un avis favorable qui n'aura pas grande importance pour tout vous dire, puisque la décision sera quand même prise au niveau préfectoral. Voilà. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient. 2. Le pouvoir 4. Et qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 15, foncier, c'est transfert dans le domaine public communal d'une parcelle privée à usage de voirie. Ça nous la parole à M. Jean-Christophe. Oui, alors tout à l'heure on parlait de Lidl, c'est là qu'on y est. Voilà. Donc la voirie que vous avez reçue est en jaune sur votre, je ne sais pas si vous l'avez vu en couleur. Donc l'opération immobilière qui va se passer derrière la Lidl sur la propriété des héritiers serres, en fait, va être reliée au rond-point de la RD 613 par cette cession de voirie. En gros, quand vous rentrez aujourd'hui dans Lidl, vous êtes sur une parcelle privée. Demain, cette parcelle privée est cédée à la ville et va permettre de rejoindre le chemin du Romani grâce à l'opération qui sort. Quand on est dans ce sens-là, qu'on va vers le chemin du Romani, il y aura sur la droite une rangée de villas individuelles en locatif et sur la gauche un immeuble collectif. Voilà, donc ça fait une voie qui permettra de sécuriser la traversée chemin du Romani RD 613. Et évidemment, pour nous, c'est gratuit. C'est une session gratuite. On va avoir une session gratuite de Lidl et une session gratuite de l'opération qui nous permettra de créer une voirie publique entre le chemin du Romani et le rond-point. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Estrada. Oui, en commission, il avait été présenté qu'il y avait des difficultés. En fait, c'était l'EPF qui allait devoir acheter pour mettre à disposition du promoteur. Comme on n'a pas eu de retour, je voulais savoir où ça en était. Alors, c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'établissement public foncier régional, comme on avait signé un conseil d'intervention, est intervenu et a acheté donc le bien aux héritiers serres. C'est le groupe Arcade, SFHE Arcade, qui mène le projet. Donc on va avoir sur cette opération que du locatif, ce qui nous manque aujourd'hui pour les familles. Donc on va avoir une opération avec du LLI, dont on a parlé tout à l'heure, et du locatif social, mené par le groupe Arcade. Et grâce à l'intervention de l'EPF, Arcade a pu accéder au foncier en dessous du prix du marché. Puisqu'en fait, c'est comme si l'EPF avait donné une subvention de 800 000 € à l'opération. Ils ont acheté au prix du promoteur et ils ont revendu à Arcade moins cher que le prix du marché pour que l'opération puisse sortir. Donc ça fait partie des missions de l'EPF Occitanie, qui est l'établissement public de la région. Et ça fait une intervention qui quand même permet de créer du logement pour du locatif, et qui va créer donc du locatif social sur la commune et du locatif intermédiaire. Donc c'est une belle opération pour nous. En plus, la voirie va permettre quand même de lester tout ce quartier directement. C'est bon, à part Caguelou et le feu de la clinique vétérinaire, là, ça va permettre aux gens qui habitent le coin de prendre directement sur le rond-point. Ça va faire un beau délestage dans le secteur. Et puis, en termes de sécurité, on arrive déjà sur un rond-point, c'est une bonne chose. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 16, c'est la convention UNAF, c'est le programme L'abeille sentinelle de l'environnement. Je vais laisser la parole à M. Nicolas Noir. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique d'éducation à l'environnement et faisant suite à l'obtention du label 3 abeilles en 2025 et 2022, ainsi qu'à l'installation du rucher pédagogique, il est proposé de renouveler le partenariat avec l'Union nationale des apiculteurs français, dans le cadre d'une convention qui prendra effet le 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2028. Ainsi, l'UNAF apportera un soutien logistique, des outils pédagogiques et une communication nationale sur les actions de la ville autour de l'abeille et des pollinisateurs. Le coût du partenariat est fixé à 3 000 € par an. Les engagements de chacune des parties seront explicités dans la convention annexée que je vous propose d'approuver. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Donc je tenais à dire, comme la semaine dernière, nous avons fait une réunion à mairie avec les apiculteurs. Nous allons faire une carte dans laquelle nous allons essayer de répertorier tous les nids de frelons que nous avons détruits pour voir à peu près chaque année à quel endroit il y a un renouvellement du nid de frelons. Parce que là, il y a quand même un sacré gros problème au niveau des apiculteurs, notamment des abeilles. Voilà, donc on va faire cette carte et puis bon, il y a pas mal d'apiculteurs sur Metz pour voir un peu sur les ruchers pour essayer de mettre les étendre sur le territoire pour pas qu'ils soient en concurrence. Mais sachez que bon, on a 3 abeilles et que dernièrement en plus on vient d'avoir 3 fleurs, ce qui fait que chaque abeille aura sa fleur. Et je remercie les services municipaux et les élus qui ont poussé tout le projet, parce que le projet, la troisième fleur, c'est pas que le fleurissement, hein, c'est le cadre de vie, hein, c'est la propreté urbaine, c'est les aménagements qui ont été faits, et il y a tout qui a été pris en compte. On a reçu aussi un prix pour l'environnement aussi, avec toutes les actions que l'on a menées, que ce soit au niveau du verger, au niveau du potager municipal. Donc voilà, notre action a été récompensée dernièrement à Millau. Donc voilà, je remercie tous les élus et tous les services municipaux qui ont travaillé, qui nous permettent d'obtenir toutes ces récompenses. Voilà. Bon, et je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 17, c'est les affaires scolaires, c'est la convention pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de l'enseignement et de la natation scolaire. C'est Marie-Hélène, tu vas le présenter, Hervé Bouffet. Merci, monsieur le maire. Donc, depuis l'année scolaire 2016-2017, SAM participe financièrement à la pratique de l'enseignement de la natation scolaire en prenant en charge les droits d'entrée à la piscine et le remboursement des frais de transport. Toutes les classes élémentaires des écoles publiques de Metz, ainsi que la Calambretta, sont concernées et se rendront à la piscine de Gijan pour cet apprentissage de la natation, priorité nationale inscrite dans le socle commun des connaissances et compétences, et du fait aussi que nous ayons un accès, en fin de compte, à l'eau, à la mer, enfin à l'étang. La convention annexée détaille les modalités de cette prise en charge par l'EPCI. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention financière avec 7 Agropole Méditerranée pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de l'enseignement de la natation scolaire, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions sur le sujet? Alors sachez également que prochainement, avec le président de l'AGLO, nous allons rencontrer le maire de Montagnac, puis de voir aussi d'aller rencontrer le département justement pour la piscine de Messie aussi. Parce que bon, ça serait bien qu'on puisse mutualiser nos forces, parce qu'il y a quand même 3 agglos qui sont concernés par la piscine de Messie, qui est propriété du département, de travailler ensemble pour justement qu'en termes de fonctionnement de la piscine, on arrive à tous les 4 à faire en sorte que cette piscine soit ouverte, qu'elle puisse fonctionner. Ça permettrait aussi de pouvoir dispatcher
les scolaires, voire le public, à la fois sur Gijam et sur Bessines. Tu peux intervenir, monsieur. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, c'était un projet qu'on avait grandement mené avec Christophe Morgot pour que les Mésois ainsi que la population des enfants viennent sur Bessines. Le problème du département, c'était qu'il y avait le budget, bien entendu, pour restaurer cette piscine à l'époque, mais par contre, le fonctionnement était très excessif. Voilà, donc à l'époque, bien entendu, les deux présidents d'AGLO étaient M. Comain et M. Détor, et bon, comme ils ne voulaient pas prendre le fonctionnement, on n'a pas pu laisser ouverte cette piscine. Je vous remercie, monsieur le maire, parce que grâce à cette relance-là, peut-être qu'une autre piscine réouvrira et on pourra orienter nos petits Mésois, mais aussi les Montagnacois qui aujourd'hui vont sur Pézenas à la piscine de Pessines. Voilà, donc voilà, ça continue et puis j'espère qu'on aura cette réouverture en tout cas. Merci. D'autres remarques? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 18, c'est la création d'une commission intra-municipale consultative sur la gestion de l'eau. Donc, dans la continuité de la délibération qui a été adoptée lors du dernier conseil municipal à une convention récente pour le suivi de l'exercice de compétences potable, il convient aujourd'hui de formaliser et désigner les membres de la commission extra-municipale consultative sur la gestion de l'eau potable. Cette décision vise à renforcer la transparence, la concertation et la pertinence du service public de l'eau en associant les usagers et experts aux choix stratégiques, tarification, investissement, adaptation aux sécheresses. La commission composée du maire, de son représentant, de 5 conseillers municipaux et de 2 représentants de la société civile et d'experts ponctuels émettra des avis consultatifs et des indicateurs clés, rendement des réseaux, qualité de l'eau, satisfaction des usagers. Sa mise en œuvre débutera pour une durée de 2 ans, conformément à la convention adoptée le 24 novembre 2025. Donc, là, on va désigner les membres, une personne, mais par contre, je pense que c'est pour 3 mois, alors je ne sais pas si. On va la constituer après en fonction des élections de novembre. Je propose M. Davidou, M. Kahn, Mme Silva. Au niveau, je demanderai à M. Focas, Mme Estrada, vous vouliez siéger. Oui. Demander à M. Bayeux, qui est présent, à qui j'ai demandé là, et le comité des usagers du cycle de l'eau. Voilà la commission. Voilà, c'est la constitution qui va durer 3 mois, puis après, en fonction des résultats des municipales. Sachez que nous sommes contents parce qu'en plus, on a eu les résultats de l'agence de l'eau qui nous dit que demain, on a le meilleur réseau de l'agro. Je crois que quand on voulait nous faire augmenter le prix de l'eau, c'était pas si mauvais que ça, mais là, c'est 1000 agro. C'est l'agence de l'eau. Donc il y a une taxe qui de l'agence de l'eau qui va être sur les factures. Sachez que le meilleur c'est 0,20. Nous sommes à 0,22 et 7 est à 0,36. Donc voilà. Sachez que voilà. Ça peut arriver à tout le monde, même sur du neuf. Voilà, donc je passe au vote. Il n'y a pas de questions. On se passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 19, c'est le rapport d'activité 2024 de la SAM. Ce rapport a été transmis à tous les élus. Pour les conseils municipaux, il y a une information complétée sur les activités de cette agro-méditerranée, de nature à assurer la transparence et le fonctionnement et de permettre son contrôle. Il convient de prendre acte de la communication de ce rapport pour l'année 2024. Y a-t-il des observations sur ce rapport, Madame Estrada? Pas sur le rapport, mais sur la réunion qui a été organisée en tant qu'agent d'une collectivité de l'EPCI. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant pour les conseillers municipaux de participer et de pouvoir s'approprier l'outil EPCI qui n'est pas évident.
C'est dommage, dans le calendrier, ça arrive en fin de mandat, mais bon, c'est déjà mieux que rien. J'ai simplement une remarque pour l'avoir vécu, c'est qu'on arrive en fin d'année à une présentation d'un rapport à N-1, alors qu'on est déjà dans la réflexion des budgets 2026. Il me semble que ce genre de réunion devrait avoir lieu vraiment au moins du DOB, parce que c'est là où se discute, se met en perspective une année écoulée et une année à venir, même si les chiffres, effectivement, il n'y a pas eu de vote de compte de gestion du code administratif, ça n'arrivera qu'après. Voilà, mais sinon, c'est pour dire toute la satisfaction que j'ai eue à vivre cette réunion. Mais vous savez, Mme Estrada, ce qui a vu cette réunion, c'est face à la nouvelle gouvernance, et je peux vous dire que M. le Président Linares est très ouvert à la concertation et il n'exclut personne. D'ailleurs, c'était une demande que je lui avais faite, parce que finalement, on en a souffert nous aussi, même si quand vous étiez dans l'exécutif, on avait du mal à avoir des informations, et là je peux vous dire qu'il y a une grande transparence, et c'est vrai que ça arrive tardivement, mais bon, on est en place depuis le mois de mai, et je peux vous dire qu'il a fallu, on le voit au niveau des commissions, il a fallu promettre du dialogue, il a fallu, on a fait aussi les réunions du secteur, d'ailleurs moi j'avais dit que bon là c'était que les élus communautaires, mais j'avais demandé à ce qu'on puisse l'ouvrir aussi, parce que ça nous permet, comme la dernière fois quand on l'a fait ici, s'il y avait Loupian, Bouzig, Villeverac, ça permet aussi de travailler entre nous, rien que des fois sur du petit matériel, il n'y a pas que des gros projets, il peut y avoir des prix de matériel, des trucs en commun, c'est vrai que ça permet d'avoir un lien de territoire, et c'est primordial. Je sais qu'on le fait, quand le maire de Loupian nous demande on le fait. Voilà, je trouve que depuis que Louis Linares est à la tête de la Cour, il y a une ouverture et une grande démocratie. Sachez, je l'ai déjà dit ici, quand je suis arrivé comme maire à la Cour, il y avait dans les bureaux des maires, il n'y avait même pas la préparation du PC communautaire. On discutait jamais du PC communautaire, on le recevait 5 jours avant et on était devant le fait accompli. Et là, je trouve qu'il y a une ouverture qui est faite et j'espère que ça continue. Voilà ce que une observation sur le document. J'avais fait dans le passé des observations, et je constate avec beaucoup de satisfaction que les répartitions que procure l'administration aujourd'hui, elles sont beaucoup plus efficaces. En 2023, il y avait en dépenses d'investissement 71 904 dans le document, et il n'y avait que 36 millions répartis dans le tableau de répartition. Ça fait 50%. Cette année, on est monté à 75%. Alors, je trouve que ça ressemble plus à quelque chose de cohérent. On est à 67 millions de dépenses d'investissement, et il y en a 51,3 millions répartis. Donc là, le document, il vaut le coup d'être regardé, puisqu'on a vraiment une répartition géographique qui ressemble à quelque chose. Ce qui n'était pas le cas dans le passé, donc je trouve que c'est bien. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de projets qui étaient à l'arrêt, qui avancent aussi, notamment, je dis au conseil communautaire, on va passer les voiries pour les masques chicoles. Là aussi, ça c'est une belle avancée, un programme sur 5 ans, c'est-à-dire que de Marseillan jusqu'à Bouzig, passant par les campagnes et par les Amoutous, tout va être remis en état, et ce qui est une bonne chose. Et la première tranche que l'on votera jeudi, c'est Saint-Félix et le Mont-Rouge sur Loupian. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est des avancées, c'est comme le projet Cam Coopérative aussi, qui a été aussi enclenché, et ça, c'est une bonne chose. On le voit aussi sur la desserte de bus, on a fait quand même remonter certaines choses, notamment le dimanche. Et là, à partir du 5 janvier, ça démarrera avec des rotations beaucoup plus nombreuses sur les bus. Voilà, donc il y a quand même des progressions qui se font, des
progrès qui se font, et ça c'est non négligeable. Hein, et donc, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait une équité sur le territoire, et c'est en train de prendre forme. On ne demande pas que mieux. Voilà. Il faut prendre juste là, non, c'est ça? Oui. Donc, qui prend, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voilà, on a fait. Je crois que l'ordre du jour est terminé. Normalement, ça serait le 20 février. Voilà. Et on aura en Bretagne, il va y avoir des fêtes. Donc, je vous souhaite une bonne fête et on va se voir. On attaquera la tournée des vœux. Voilà. Alors, ce n'est pas le match, c'est pas le vendredi, c'est le 16. Le 16. Ouais, c'est le 16. Voilà, bonsoir.